La douleur était insupportable. 20 heures de travail semblaient une éternité, chaque contraction déchirant mon corps comme des vagues contre un rivage fragile. J'étais allongée dans cette chambre de la maternité du centre hospitalier de Lyon, les murs blancs et froids ne faisant qu'accentuer mon sentiment d'isolement. Dehors, la pluie de novembre battait contre les fenêtres, comme si le ciel lui-même partageait ma souffrance. J'avais tellement rêvé de ce moment, de tenir mon bébé dans mes bras, mais l'épuisement et la peur étaient plus forts que tout ce que j'avais pu imaginer. Les sages-femmes s'affairaient autour de moi, leur présence rassurante contrastant avec celle de Philippe, mon mari, qui se tenait à distance, silencieux, consultant occasionnellement son téléphone comme si une réunion d'affaires était plus importante que la naissance de notre enfant. Respirez profondément, Madame Durand, me conseillait gentiment Mathilde, la sage-femme principale, ses yeux bruns bienveillants cherchant les miens. Votre petite fille sera bientôt là. Je voulais du soutien, une main à serrer, un murmure que tout irait bien, mais Philippe restait froid, distant, comme si cet événement ne nous concernait pas tous les deux. Il n'avait pas toujours été ainsi. Quand nous nous étions rencontrés à cette soirée chez des amis communs dans le Vieux-Lyon, il y a 5 ans, il était attentionné, drôle, passionné. Notre mariage dans la petite église de Saint-Just avait été comme un conte de fées. Mais quelque chose avait changé ces derniers mois. Peut-être était-ce la pression de son nouveau poste à la banque, ou peut-être était-ce simplement son vrai visage qui apparaissait enfin. Une contraction particulièrement violente me ramena brutalement à la réalité. Je serrai les draps entre mes doigts jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. La sueur perlait sur mon front malgré le froid de la pièce. Courage, Sophie, m'encouragea une autre sage-femme. Je vois sa tête. Encore quelques poussées. Les heures suivantes se mélangèrent dans un tourbillon de douleur, de fatigue et d'encouragement. J'étais au-delà de l'épuisement, chaque effort me semblant insurmontable. Je pensais à ma grand-mère Elisabeth, qui m'avait élevée après la mort de mes parents dans cet accident sur l'autoroute A7. Elle m'avait toujours dit que j'étais forte, comme les femmes de notre famille l'avaient toujours été. C'est cette pensée qui me gardait en mouvement, qui me donnait la force de pousser encore et encore. Une dernière fois, Sophie, une dernière fois, s'exclama Mathilde. Et puis, soudain, un cri. Un cri qui semblait venir d'ailleurs, qui n'était pas le mien. Un cri qui remplissait la pièce stérile comme une musique céleste. Ma fille était née. Quand notre fille arriva enfin, je sanglotais de soulagement. Elle était magnifique, ses minuscules doigts repliés comme des pétales, son cri emplissant la chambre d'hôpital comme une symphonie. Je tendis les bras vers elle, et Mathilde la déposa doucement contre ma poitrine. Sa chaleur, son odeur, la douceur incroyable de sa peau, tout était parfait. Je sentais son petit cœur battre contre le mien, créant un rythme nouveau, une mélodie que nous partagions désormais. Ce moment aurait dû être le nôtre, pur et sacré. J'aurais voulu que Philippe s'approche, qu'il nous enveloppe toutes les deux dans ses bras, qu'il pleure de joie avec moi. Mais en levant les yeux, je le vis se diriger vers le comptoir, saisissant le formulaire de déclaration de naissance avec une expression que je ne reconnaissais pas. Il nous faut un nom pour le registre, dit l'assistant administratif qui venait d'entrer dans la chambre avec ses formulaires officiels. Avant même que je puisse reprendre mon souffle, Philippe annonça d'une voix forte et assurée, « Son nom sera Émilie. » Comme ma mère. Je clignai des yeux, désorientée. Je croyais que nous étions d'accord, son nom rendrait hommage à ma grand-mère, murmurai-je, berçant toujours notre nouveau-né. Il rit, un rire tranchant et cruel qui semblait déplacé dans cet instant sacré. Et tu n'as pas ton mot à dire. C'est moi l'homme ici. La pièce devint froide. La joie que je venais de ressentir commença à s'estomper, remplacée par la confusion et l'appréhension. Je regardais ma fille, si paisible dans son innocence, ignorant la tempête qui se préparait autour d'elle. Elle méritait mieux que ce premier moment de sa vie entachée par le contrôle et la domination. Mathilde, qui arrangeait des draps propres à côté de mon lit, me jeta un regard inquiet. Elle avait tout entendu. Nos regards se croisèrent, et je crus y lire de la compassion, peut-être même de la complicité. Mais elle détourna rapidement les yeux, continuant son travail en silence. Dehors, la nuit s'était installée sur Lyon. Les lumières de la ville scintillaient au loin, indifférentes au petit drame qui se jouait dans cette chambre d'hôpital. Ma vie venait de changer à jamais,
en plus d'une façon que je n'avais jamais prévue. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il venait de dire. Le choc me paralysait tandis que Philippe remplissait le formulaire de naissance avec une assurance arrogante. L'administratif hocha la tête, indifférent au drame qui se jouait devant lui. C'était juste un autre jour, un autre bébé, encore des parents qui ne s'accordaient pas sur un prénom. Je tentais de protester, d'expliquer combien ce nom comptait pour moi, comment ma grand-mère Elisabeth m'avait élevée après la mort de mes parents, comment elle était la raison pour laquelle j'étais assez forte pour devenir mère à mon tour. Comment, dans notre petit appartement de Croix-Rousse, elle m'avait appris à faire des quenelles lyonnaises et des bugnes pour Mardi Gras, comment elle m'avait bercée après mes cauchemars, comment elle avait économisé chaque centime pour m'offrir des études à l'université. Arrête ça. Ce n'est pas un débat. C'est déjà écrit, dit-il, me montrant le formulaire d'un air suffisant. Émilie-Marie Durand. Un joli nom, certes, mais pas celui que nous avions choisi ensemble pendant ces longues soirées d'hiver, blottis sur notre canapé, à imaginer notre avenir. Les larmes me montèrent aux yeux. Je ne cherchais pas à provoquer une dispute, je voulais simplement honorer la femme qui m'avait tout donné. Mais il s'en moquait. Il avait déjà pris sa décision. Ma voix, mes sentiments, ma douleur, rien de tout cela n'avait d'importance. Tu as eu le bébé, pas le droit de la nommer, ajouta-t-il. Ces mots résonnèrent dans mon esprit comme une plaisanterie cruelle. Comme si porter un enfant pendant 9 mois, l'accoucher dans la douleur, n'était qu'une formalité biologique qui ne me donnait aucun droit sur elle. Notre relation n'avait pas toujours été ainsi. Je me souviens de nos promenades le long des quais de Saône, de nos week-ends à explorer les villages du Beaujolais, de nos projets d'avenir murmurés sous les étoiles. Quand avait-il changé ? Peut-être était-ce graduel, si subtil que je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce que ce soit trop tard. Ou peut-être avait-il toujours été ainsi, et l'amour m'avait rendu aveugle. Philippe se tourna vers la fenêtre, téléphone en main, absorbé par ses messages comme si rien d'important ne venait de se produire. Je regardais notre fille, endormie paisiblement contre ma poitrine, inconsciente des tensions qui l'entouraient. Ses cils minuscules projetaient de petites ombres sur ses joues rondes. Elle méritait tellement mieux que cette première dispute qui marquait son entrée dans le monde. Puis, alors que j'étais là, stupéfaite et impuissante, Mathilde, la sage-femme qui m'avait accompagnée pendant l'accouchement, se pencha vers moi. Ses yeux, gentils et fermes, rencontrèrent les miens. Elle chuchota juste assez fort pour que je l'entende, « Voulez-vous que je lui dise la vérité ?» Je ne compris pas tout de suite. « Quelle vérité ?» demandai-je, à peine capable de parler. Elle hésita, jetant un coup d'œil à la porte fermée. « À propos du groupe sanguin, et des résultats d'analyse, dit-elle. » Mon cœur rata un battement. Quelque chose n'allait pas ou peut-être, quelque chose allait tout changer. Je regardais Mathilde, cherchant dans ses yeux un indice sur ce qu'elle insinuait. Son visage restait professionnel, mais il y avait une lueur de quelque chose, compassion ? Complicité, qui me troublait. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Pendant toute ma grossesse, suivie à l'hôpital Édouard Herriot, aucun médecin ne m'avait signalé d'anomalie. Les échographies étaient normales, les tests sanguins aussi. Ou du moins, c'est ce que je croyais. « Excusez-moi, dit Mathilde à Philippe. Monsieur Durand, pourriez-vous aller chercher les affaires de votre femme dans le casier du couloir ? J'ai besoin de faire quelques vérifications de routine avec elle et le bébé. » Philippe haussa les épaules, visiblement agacé d'être dérangé. « Si ça ne peut pas attendre ?» marmonna-t-il avant de sortir de la chambre, son téléphone toujours à la main. Dès que la porte se referma, Mathilde prit place sur le bord de mon lit. Elle parlait à voix basse, rapidement. « Écoutez, je ne devrais pas faire ça. Je pourrais perdre mon travail. Mais je ne peux pas rester là sans rien dire quand je vois comment il vous traite. » Je serrai ma fille contre moi, comme pour la protéger. « De quoi parlez-vous ? Quel problème y a-t-il avec les analyses ? » Ce n'est pas un problème médical, dit-elle en secouant la tête. C'est autre chose. Écoutez, pendant votre grossesse, nous avons fait des tests sanguins standards, y compris la détermination de votre groupe sanguin et celui du bébé. Oui, je suis au négatif, dis-je, me rappelant cette information des premiers examens prénataux au centre de santé de la Guillotière.
Exactement. Et votre mari? Je fronçai les sourcils, essayant de me souvenir. Philippe avait mentionné son groupe sanguin une fois, lorsqu'il avait dû faire un don de sang après un accident sur son lieu de travail. L'AB positif, je crois. Mathilde hocha la tête lentement. Et votre bébé est A négatif. C'est là que ça devient intéressant. Je la regardais sans comprendre. La biologie n'avait jamais été mon fort à l'école Jean Moulin. Madame Durand, selon les lois de la génétique, un père AB positif et une mère O négatif ne peuvent pas avoir un enfant A négatif. C'est biologiquement impossible. Le temps semblait s'être arrêté. Le bruit de la pluie contre la fenêtre, les bruits distants du couloir, même les petits sons que faisait ma fille en dormant, tout semblait s'être évanoui, me laissant dans un silence assourdissant. « Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ?» demandai-je, ma voix à peine audible. Mathilde posa sa main sur la mienne, un geste de solidarité féminine qui transcendait notre relation professionnelle. Je dis que, d'un point de vue médical, votre mari ne peut pas être le père biologique de cet enfant. La pièce semblait tourner autour de moi. Comment était-ce possible? Je n'avais jamais trompé Philippe. Jamais. Même dans nos pires moments, même quand il rentrait tard sans explication, même quand il était devenu distant et froid ces derniers mois. La fidélité était une valeur que ma grand-mère m'avait inculquée, une promesse que je m'étais faite à moi-même. Et puis, comme un éclair illuminant un ciel d'orage, une pensée me frappa. Philippe? Si ce n'était pas moi qui avais été infidèle, alors... Un souvenir ressurgit soudainement. L'année dernière, il avait disparu pendant 2 semaines, prétextant un séminaire bancaire à Zurich. À son retour, il était différent, plus secret, plus irritable. Quand j'avais posé des questions, il m'avait accusé d'être paranoïaque. Il m'avait fait douter de ma propre santé mentale, me suggérant même de consulter pour mon « anxiété excessive ». Et si ce n'était pas à propos de moi? Et si Philippe avait manipulé tout le monde, et maintenant le karma retournait les cartes? Et si ma fille n'était pas de lui, mais qu'il ne le savait pas encore? Mathilde referma doucement le dossier qu'elle tenait. Vous n'avez pas entendu ça de moi, dit-elle en se levant. Mais je savais déjà, ma vie était sur le point de changer à jamais. Mathilde me demanda de rester calme et fit un signe de tête vers le couloir. Attendez que j'apporte le dossier complet, chuchota-t-elle. Mon esprit s'emballait. Je ne comprenais pas ce qu'elle insinuait. Quel résultat d'analyse? J'avais traversé toute ma grossesse sans recevoir de nouvelles alarmantes. Ou avais-je manqué quelque chose? J'attendis, tremblante, serrant ma fille plus fort contre moi. Le temps semblait s'étirer indéfiniment. Les bruits de l'hôpital me parvenaient comme à travers un brouillard épais, le chariot qui grinçait dans le couloir, l'interphone qui appelait un médecin, les pleurs d'un nouveau-né quelques chambres plus loin. Ces sons ordinaires semblaient maintenant chargés d'une signification nouvelle, comme si le monde continuait à tourner normalement alors que le mien s'apprêtait à basculer. Je regardais ma fille endormie dans mes bras. Ses traits minuscules, si parfaits, semblaient porter une sagesse ancienne. Qui était-elle vraiment? Et comment était-ce possible? 1000 questions tournoyaient dans mon esprit, mais une certitude demeurait, quelle que soit la vérité, cet être innocent n'y était pour rien. Quand Mathilde revint, elle avait un dossier à la main. Elle ferma soigneusement la porte derrière elle et vérifia que nous étions bien seuls. L'horloge au mur indiquait 23h15, la relève de nuit venait de commencer, et la plupart du personnel administratif était parti. Elle s'assit à côté de moi et ouvrit le dossier. « Vous êtes au négatif », commença-t-elle. « Votre mari est AB positif. Votre bébé est A négatif. » Je clignai des yeux, perplexe. « Et alors ?» demandai-je. Elle plongea son regard dans le mien. « Biologiquement, c'est impossible. À moins que votre mari ne soit pas le père biologique. » Mon cœur s'arrêta. Je ne pouvais plus respirer. La pièce semblait tourner autour de moi, les murs blancs de l'hôpital se refermant comme une prison. J'entendais le son de mon sang qui pulsait dans mes oreilles, couvrant presque la voix de Mathilde qui continuait ses explications. Voyez-vous, quelqu'un avec un groupe sanguin O ne peut transmettre que l'allèle O à son enfant. Et quelqu'un de groupe AB possède les allèles A et B.
Si votre mari était le père, votre enfant devrait être soit A positif, soit B positif, mais certainement pas A négatif avec une mère O négatif. Je ne savais pas quoi ressentir. Je n'avais jamais trompé Philippe. Jamais. Notre mariage avait connu des hauts et des bas, comme tous les couples, mais je lui étais toujours restée fidèle. Même quand il rentrait tard sans explication, même quand il avait ce parfum inconnu sur sa chemise, même quand il était devenu distant ces derniers mois. Et soudain, tout s'éclaira, Philippe avait été infidèle. Il y a 1 an, il avait disparu pendant 2 semaines, accusant le travail. J'avais douté de lui, mais il m'avait fait passer pour une paranoïaque, disant que j'imaginais des choses. Il m'avait tellement bien manipulé que j'avais fini par douter de ma propre santé mentale. Et maintenant, cette révélation. Si ma fille, notre fille, n'était pas la sienne, alors de qui était-elle? Une vague de panique me submergea. Était-il possible que... Non, c'était impossible. Je me souvenais de chaque jour, chaque nuit des 9 derniers mois, des 9 dernières années même. Il n'y avait personne d'autre. Je n'ai jamais... Commençai-je, incapable de finir ma phrase. Mathilde posa une main rassurante sur mon bras. Je sais, dit-elle simplement. Je vous observe depuis votre arrivée ce matin. Je vois comment vous regardez votre mari, comment vous cherchez son approbation, comment vous supportez ses remarques. Ce n'est pas le comportement d'une femme qui trompe son mari. Ces mots me touchèrent profondément. Cette femme, pratiquement une étrangère, semblait mieux me comprendre que l'homme avec qui je partageais ma vie depuis 5 ans. Alors comment, demandai-je, la question restant en suspens entre nous. Mathilde hésita, regardant sa montre comme si elle calculait combien de temps il nous restait avant le retour de Philippe. Il y a d'autres possibilités. Des erreurs médicales peuvent se produire. Je la fixai, incrédule. Vous suggérez qu'à la maternité de Lyon-Sud, on a échangé mon bébé avec celui d'une autre mère? Elle secoua la tête. Non, ce n'est pas ce que je suggère. Les procédures sont très strictes pour éviter ce genre d'incident. Elle fit une pause. Ce que je veux dire, c'est que parfois, dans certaines cliniques de fertilité, mon esprit fit un bond en arrière. 10 mois plus tôt, Philippine et moi avions consulté à la clinique de la fertilité de Lyon. Après 3 ans d'essais infructueux, nous avions décidé d'explorer les options médicales. Les examens avaient révélé que Philippe avait un problème de mobilité des spermatozoïdes. Le médecin nous avait proposé une insémination artificielle. Philippe avait été humilié par ce diagnostic. Son ego masculin en avait pris un coup. Il avait insisté pour que nous gardions ces démarches secrètes, même vis-à-vis de nos familles. Il ne voulait pas que quiconque sache qu'il n'était pas capable de me faire un enfant naturellement. Nous avions procédé à l'insémination. 1 mois plus tard, j'étais enceinte. Philippe avait semblé heureux, soulagé même. Puis, progressivement, il était devenu distant, comme si cette grossesse lui rappelait constamment ce qu'il considérait comme un échec personnel. La clinique de la fertilité, murmurai-je. Mathilde hocha lentement la tête. C'est noté dans votre dossier. Parfois, dans ces cliniques. Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Je comprenais maintenant. Une erreur avait pu se produire. Ou pire, une action délibérée. Le sperme utilisé pour l'insémination n'était peut-être pas celui de Philippe. Comment est-ce possible, demandai-je, la voix tremblante. Des erreurs administratives, des échantillons mal étiquetés, des mélanges accidentels, ou parfois, des choix conscients de certains membres du personnel médical qui pensent aider un couple en difficulté, expliqua Mathilde avec prudence. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais c'est une possibilité. Je regardai à nouveau ma fille. Ses traits semblaient si familiers et pourtant si étrangers. Avait-elle les yeux de quelqu'un d'autre? Le nez d'un inconnu? Cette pensée aurait dû me terrifier, me dégoûter même. Mais étrangement, je ne ressentais qu'une tendresse infinie pour cette petite vie qui dépendait entièrement de moi. Est-ce que ça change quelque chose, demandai-je, plus à moi-même qu'à Mathilde. À votre amour pour elle? Ça ne devrait pas, répondit-elle doucement. Non, pas ça. Je l'aime déjà plus que tout au monde. Je veux dire, est-ce que Philippe a besoin de savoir?
Mathilde prit le temps de réfléchir avant de répondre. C'est à vous de décider. Mais pensez à ceci, si votre mari vous avait traité avec respect, s'il vous avait consulté pour le nom de votre fille, s'il s'était comporté comme un partenaire égal, aurais-je ressenti le besoin de vous révéler cette information? Ces paroles me frappèrent comme une gifle. Elle avait raison. Si Philippe avait été l'homme aimant et respectueux qu'il prétendait être, cette révélation n'aurait jamais eu lieu. Mais son comportement, son arrogance, sa façon de me traiter comme une subordonnée plutôt que comme une partenaire, tout cela avait poussé Mathilde à briser le protocole médical. Je me redressai légèrement dans mon lit, ajustant ma position pour soulager la douleur qui irradiait encore dans tout mon corps. Cette journée qui devait être la plus belle de ma vie s'était transformée en une tempête émotionnelle que je n'aurais jamais pu anticiper. Comment savoir avec certitude, demandai-je. Un test de paternité serait définitif, répondit Mathilde. Mais il faudrait le consentement de votre mari, à moins de procéder par voie judiciaire. J'entendis des pas dans le couloir. Philippe revenait. Mathilde se leva rapidement et referma le dossier. Vous n'avez pas entendu tout cela de ma bouche, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Prenez soin de vous et de cette petite. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Alors qu'elle sortait, Philippe entrait, tenant maladroitement mon sac de maternité. Il le déposa au pied du lit sans un mot, puis reprit sa position près de la fenêtre, absorbé par son téléphone. Je regardai ma fille, puis lui, et je sus que ma vie était sur le point de changer radicalement. La vérité avait un pouvoir libérateur que je n'avais pas anticipé. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en position de force. Je le fixai quand il revint dans la chambre, tenant notre fille avec un sourire suffisant. Les dernières heures m'avaient transformée. La femme soumise et fatiguée qui avait supporté 20 heures de travail n'existait plus. À sa place se tenait une mère, une lionne prête à défendre son petit. Elle ressemble tellement à ma mère, dit Philippe fièrement, caressant la joue de notre fille d'un geste qui me semblait maintenant calculé. Il jouait un rôle, celui du père attendri, mais je voyais à travers son masque. Ses yeux restaient froids, distants. Il ne regardait pas notre fille avec amour, mais avec possession. Je sentais une tempête se préparer en moi. Les mots de Mathilde résonnaient dans ma tête. Les groupes sanguins ne mentaient pas. La science ne mentait pas. Philippe, lui, avait menti. Pendant des mois, peut-être des années. Elle n'est pas de toi. Les mots sortirent de ma bouche avant même que je puisse les retenir. Ils flottèrent dans l'air de la chambre d'hôpital, lourds de sens, irréversibles. Le visage de Philippe se crispa. De quoi tu parles? Je me redressai dans mon lit, ignorant la douleur qui irradiait encore dans tout mon corps. Le test sanguin ne correspond pas. Elle ne peut pas être ta fille, dis-je, stabilisant ma voix. Il rit, moqueur. Maintenant tu m'accuses? Après que j'ai choisi son nom et signé les papiers? Son rire n'avait rien de joyeux. C'était le rire d'un homme acculé, sur la défensive. Je ne bronchais pas, tu m'as dit que je n'avais pas voix au chapitre. Maintenant, je parle. Il fit un pas vers moi, agressif. La petite dans ses bras s'agita, comme si elle sentait la tension soudaine qui emplissait la pièce. Tu mens, siffla-t-il entre ses dents serrées. Je pris une profonde respiration. Non, Philippe. Pour une fois, je dis la vérité. Toute la vérité. Notre fille a un groupe sanguin A négatif. Je suis O négatif. Tu es AB positif. C'est génétiquement impossible. Je marquai une pause, le regardant droit dans les yeux. Tu devrais peut-être faire un test toi-même. Son visage pâlit, puis rougit de colère. Il déposa brusquement notre fille dans le berceau à côté de mon lit, comme si la tenir lui brûlait soudain les mains. C'est quoi cette connerie? Qui t'a mis ces idées dans la tête? Je repensais à ce jour à la clinique de la fertilité de Lyon. À son humiliation quand le docteur Lemaître lui avait annoncé son problème de fertilité. À sa rage quand j'avais suggéré d'en parler à ma grand-mère. À son insistance pour garder secret notre recours à la médecine reproductive. Personne ne m'a mis d'idée en tête, Philippe. Ce sont des faits scientifiques. Des faits que tu connais très bien. Son expression changea.
La fureur fit place à quelque chose de plus dangereux, le calcul. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans son esprit, cherchant une échappatoire, une explication, un moyen de retourner la situation à son avantage. « Tu as couché avec quelqu'un d'autre » dit-il finalement, sa voix étrangement calme. « Quand j'étais à Zurich l'année dernière. » « C'est ça, n'est-ce pas ? » ?»« Qui c'était ? Ton collègue du café ? Le voisin du 3e ? » La clinique de la fertilité de Lyon se trouvait à 2 rues de la place Bellecour, au cœur de la ville. Je me souvenais parfaitement du jour où nous y étions allés ensemble. Il pleuvait, je portais mon imperméable vert, celui que ma grand-mère m'avait offert pour mon anniversaire. Nous avions dû courir depuis la station de métro pour ne pas être trempés. Philippe m'avait tenu la main tout le temps, nerveux, vulnérable. Cet homme-là, celui qui avait serré ma main sous la pluie, n'existait plus. À sa place se tenait un étranger, froid et calculateur, prêt à m'accuser d'infidélité pour protéger son ego fragile. Je ne t'ai jamais trompé, Philippe. Jamais. Alors explique-moi comment tu as pu avoir un bébé qui n'est pas le mien. Il criait maintenant, sans se soucier que nous étions dans un hôpital, que notre fille dormait à quelques mètres, que d'autres mères se reposaient dans les chambres voisines. Je gardai mon calme, puisant dans une force que je ne savais pas posséder. Tu veux vraiment que je l'explique ? Ici ? Maintenant ? Tu veux que je parle de la clinique de la fertilité ? De ton diagnostic ? Des documents que tu as signés en tremblant ? Il se figea. Le coup avait porté. Je voyais la panique dans ses yeux, la terreur primitive d'un homme dont les secrets risquaient d'être exposés. « Et tu ne sais pas de quoi tu parles » murmura-t-il, mais sa voix avait perdu toute assurance. « Je sais exactement de quoi je parle, Philippe. Je sais que tu as accepté une insémination artificielle parce que tu ne supportais pas l'idée de ne pas pouvoir me faire un enfant naturellement. Je sais que ton ego est si fragile que tu préfères m'accuser d'adultère plutôt que d'admettre la vérité. » La réalité le frappa comme une gifle. Il s'effondra sur la chaise à côté du lit, toute sa suffisance envolée. « Comment est-ce possible » demanda-t-il, plus à lui-même qu'à moi. Je ne ressentais aucune satisfaction à le voir ainsi. Seulement une immense fatigue, et la certitude que notre mariage était terminé bien avant cette conversation. « Une erreur à la clinique, peut-être, répondis-je doucement. Ou peut-être pas une erreur du tout. Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je haussai les épaules. « Pense Y, Philippe. Tu n'as jamais été particulièrement gentil avec le personnel là-bas. Tu te souviens comment tu as parlé à cette infirmière qui a renversé ton échantillon ? Comment tu as exigé de voir le directeur ? Comment tu as menacé de porter plainte ? » Il pâlit encore davantage. La mémoire de ce jour lui revenait clairement. Sa colère, son humiliation, sa cruauté envers cette jeune infirmière qui avait fait une simple erreur de manipulation. « Tu crois que quelqu'un aurait… » Il ne put terminer sa phrase, la possibilité trop terrible à envisager. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Je ne suis pas médecin. Mais il me semble que si quelqu'un voulait se venger d'un patient particulièrement odieux, il y aurait des moyens. » Le silence tomba entre nous, lourd de non-dits et de possibilités terrifiantes. Notre fille s'agita dans son berceau, comme pour nous rappeler sa présence, le fait qu'elle existait, qu'elle était réelle, indépendamment des circonstances de sa conception. Philippe se leva brusquement. « Je vais faire un test de paternité. Dès demain. » Je hochai la tête. « Fais ce que tu veux. Ça ne changera rien à ce que je ressens pour elle. » Il me regarda comme s'il ne me reconnaissait pas. « Comment peux-tu être si calme ?» Je souris doucement, surprenant même par ce geste. « Parce que j'ai enfin compris quelque chose d'essentiel, Philippe. Que notre mariage est une façade. Que tu ne m'as jamais vraiment respecté. Que tu ne m'as jamais vraiment aimé pour ce que je suis. » Il resta là, immobile, comme frappé par la foudre. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et sortit de la chambre, claquant la porte derrière lui. Je me levai péniblement et m'approchai du berceau où dormait ma fille. Je la pris délicatement dans mes bras, respirant son odeur, sentant sa chaleur contre ma poitrine. Des larmes coulaient librement sur mes joues, mais pour la première fois,
ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de peur, c'étaient des larmes de soulagement. Tout ira bien, ma chérie, murmurai-je. Tout ira bien. Je venais de reprendre le contrôle de ma vie. Et personne, surtout pas Philippe, ne me l'enlèverait à nouveau. Mathilde revint 1 heure plus tard, l'air inquiète. Elle toqua doucement à la porte avant d'entrer, comme si elle craignait d'interrompre une dispute. Mais il n'y avait que moi et ma fille dans la chambre, baignée par la douce lumière de la lampe de chevet. Dehors, l'aube n'était pas encore levée sur Lyon. Dans quelques heures, les quais de Saône s'animeraient, les cafés ouvriraient leurs portes, les premières péniches touristiques se prépareraient pour leur journée. Mais pour l'instant, la ville dormait encore, ignorant le drame qui venait de se jouer dans cette chambre d'hôpital. « Votre mari est parti ?» demanda Mathilde, refermant délicatement la porte derrière elle. J'acquiesçai, berçant ma fille qui s'était réveillée et me regardait avec des yeux curieux. Ses yeux, ils me rappelaient quelqu'un, mais je ne parvenais pas à déterminer qui. « Il ne reviendra pas ce soir », répondis-je simplement. Ma voix était plus assurée que je ne l'aurais cru possible après tout ce que je venais de vivre. Le corps humain est étrange, 20 heures de travail m'avaient épuisé physiquement, mais cette confrontation avec Philippe m'avait donné une force nouvelle, comme si un poids immense avait été retiré de mes épaules. Mathilde déposa un certificat de naissance sur la table roulante. Il a déchiré le précédent avant de partir, expliqua-t-elle doucement. Quel nom souhaitez-vous lui donner ? Je regardai ma fille. Ses yeux étaient calmes, profonds, comme si elle détenait déjà une sagesse que je ne faisais que commencer à effleurer. Elle avait les traits fins, le front haut, une fossette adorable au menton. Elle ne ressemblait ni à Philippe ni à moi, et pourtant, je sentais un lien indéfectible entre nous, comme si nos âmes se reconnaissaient au-delà des contingences biologiques. Son nom est Elisa, dis-je, ma voix tremblante d'émotion. En hommage à ma grand-mère Élisabeth. Elisa signifie « promesse de Dieu » en hébreu, et c'est ce qu'elle est pour moi, une promesse, un nouveau départ. Mathilde sourit, touchée par la signification du prénom. Et son deuxième prénom ? Je réfléchis un instant. Lumière. Elisa Lumière Durand. Le prénom était peut-être inhabituel, mais il convenait parfaitement. Cet enfant était la lumière dans mes ténèbres, l'aube après la nuit la plus longue de ma vie. Tandis que je remplissais le formulaire, je sentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Je n'étais plus la femme qui cherchait désespérément l'approbation de son mari, qui marchait sur des œufs pour ne pas provoquer sa colère, qui avait progressivement perdu sa voix et son identité au fil des années. Cette femme-là était morte dans la douleur de l'enfantement, et à sa place était née une mère, plus forte et plus déterminée que je ne l'aurais jamais imaginé. « Vous allez bien ?» demanda Mathilde, préoccupée par mon silence. Je levai les yeux du formulaire et souris. Oui. Pour la première fois depuis longtemps, je vais bien. J'achevais de remplir le document, ma signature établissant officiellement l'identité de ma fille. Elisa Lumière Durand. Un nom magnifique pour un être extraordinaire. Je tiens à vous remercier, dis-je à Mathilde alors qu'elle récupérait le certificat. Vous avez pris un risque professionnel pour moi aujourd'hui. Vous ne me connaissiez pas, et pourtant, vous m'avez aidé. Elle haussa les épaules avec une modestie toute lyonnaise. J'ai fait ce qui était juste. Parfois, notre conscience professionnelle doit céder le pas à notre conscience tout court. Elle regarda Elisa avec tendresse. Elle est magnifique. Et elle a une mère courageuse. C'est plus important que n'importe quel lien génétique. Ces mots me touchèrent profondément. Ma grand-mère m'avait dit quelque chose de similaire quand j'étais petite et que je pleurais l'absence de mes parents. La famille, ce n'est pas toujours le sang, Sophie. C'est l'amour. C'est le choix de rester quand d'autres partent. C'est la promesse de s'aimer, même quand c'est difficile. Ma grand-mère aurait aimé vous rencontrer, dis-je à Mathilde, les larmes aux yeux. Elle croyait aussi que l'amour est plus fort que le sang. Mathilde s'assit sur le bord du lit, prenant le temps de me parler malgré l'heure tardive et ses autres patientes. Votre grand-mère avait raison. J'ai vu des patients avec des liens génétiques parfaits qui se traitaient comme des étrangers. Et j'ai vu des familles recomposées, adoptives, choisies, qui s'aimaient avec une force que rien ne pouvait ébranler. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Je dois terminer ma ronde.
Mais je reviendrai avant la fin de mon service. Essayez de vous reposer. Après son départ, je contemplais ma fille endormie. Elisa. Ce prénom lui allait si bien. Je pensais à ma grand-mère, à son petit appartement de Croix-Rousse où j'avais grandi, aux odeurs de cuisine qui emplissaient le couloir chaque dimanche, à sa voix douce lorsqu'elle me lisait des histoires le soir. Elle était partie il y a 2 ans, emportée par un cancer rapide et impitoyable. Elle n'avait pas eu le temps de voir Elisa, mais quelque part, je sentais qu'elle veillait sur nous. Les heures passèrent. Je somnolais par moments, réveillée par les pleurs d'Elisa quand elle avait faim. L'allaiter était une expérience étrange et merveilleuse, ce lien primitif entre nous deux, cette sensation d'être exactement là où je devais être, faisant exactement ce que je devais faire. À l'aube, mon téléphone vibra. Un message de Philippe, je suis chez Marc. Je reviendrai chercher mes affaires demain. Ne m'appelle pas un mot sur Elisa. Pas une question sur notre bien-être. Rien que la froideur qui avait caractérisé notre relation ces derniers mois. Je ne ressentis ni chagrin ni colère en lisant ce message. Seulement une certitude tranquille que c'était mieux ainsi. Philippe et moi nous étions perdus en chemin, peut-être n'avions-nous jamais vraiment été faits l'un pour l'autre. Notre relation avait été construite sur des illusions, des non-dits, des compromis qui avaient lentement érodé mon estime de moi-même. Le soleil se levait sur Lyon quand Mathilde revint, accompagnée d'un médecin pour l'examen du matin. Le docteur Moreau, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et au sourire chaleureux, examina Elisa avec douceur. « Elle est en parfaite santé, déclara-t-elle, rendant ma fille à mes bras. « Félicitations, Madame Durand. Et quel joli prénom vous avez choisi. »« Merci, répondis-je, ému. C'était le prénom de ma grand-mère. » Le docteur Moreau sourit. « Les prénoms de famille sont importants. Ils portent notre histoire, nos racines. » Elle me regarda avec bienveillance. « Mathilde m'a parlé de votre situation. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'informations juridiques, de contact avec des services sociaux, n'hésitez pas à nous le faire savoir. » Je la remerciai, touchée par cette solidarité féminine qui se manifestait autour de moi. Pendant des années, j'avais cru que ma seule valeur résidait dans l'approbation de Philippe. Maintenant, je découvrais qu'il existait un monde entier de femmes prêtes à se soutenir mutuellement, à former un réseau invisible mais solide. Après le départ du médecin, je me levai doucement, testant mes jambes encore faibles. La douche me revigora, l'eau chaude emportant la fatigue et la tension des dernières 24 heures. En m'habillant, je surpris mon reflet dans le miroir de la salle de bain. J'avais changé. Ce n'était pas seulement la fatigue ou les cernes sous mes yeux. C'était quelque chose de plus profond, une assurance nouvelle, une dignité retrouvée. De retour dans la chambre, je trouvai Elisa éveillée, ses petits poings agitant l'air comme si elle voulait attraper la lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux. Je la pris dans mes bras et m'approchai de la fenêtre. Dehors, Lyon s'éveillait, les brumes matinales se dissipant au-dessus de la Saône. C'était une belle journée qui commençait. « Bienvenue dans le monde, Elisa Lumière-Durand », murmurai-je. « Et bienvenue dans ma vie. » En prononçant ces mots, je sentis quelque chose se briser en moi, non pas de tristesse, mais de libération. Les larmes coulèrent librement sur mes joues. Pour la première fois, elles n'étaient pas causées par la douleur ou la peur, elles venaient du soulagement. Ma voix comptait. Ma fille comptait. Et rien ni personne ne pourrait jamais nous enlever cela. Dans les jours qui suivirent, je commençai à reconstruire ma vie, pièce par pièce. L'hôpital nous garda, Elisa et moi, 3 jours supplémentaires pour s'assurer que tout allait bien. 3 jours pendant lesquels je fis des appels qui changeraient le cours de notre existence. D'abord, maître Claudine Bertrand, une avocate spécialisée en droit de la famille, recommandée par le docteur Moreau. Sa voix posée et professionnelle m'avait immédiatement rassurée. Dans votre situation, Madame Durand, nous avons plusieurs options, m'avait-elle expliqué. Mais d'abord, je dois vous demander, que souhaitez-vous? Un divorce? Une séparation de corps? Une médiation? La question m'avait prise au dépourvu. Que voulais-je vraiment? Pendant si longtemps, mes désirs avaient été subordonnés à ceux de Philippe, mes besoins ignorés au profit des siens.
Avoir le choix était une sensation étrange, presque vertigineuse. Je veux protéger ma fille, répondis-je finalement. Je veux qu'elle grandisse dans un environnement sain, respectueux. Je pris une profonde inspiration. Je veux divorcer. Prononcer ces mots à voix haute fut libérateur. Maître Bertrand m'expliqua les démarches, les délais, les considérations financières. Elle me parla aussi des tests de paternité et de leurs implications légales. Si votre mari n'est pas le père biologique, cela pourrait compliquer les choses, m'avertit-elle. Mais en France, la présomption de paternité demeure forte pour un enfant né pendant le mariage. Ensuite, j'appelai Céline, ma meilleure amie d'enfance, qui habitait maintenant à Villeurbanne. Nous nous étions un peu perdus de vue ces dernières années. Philippe n'avait jamais apprécié mes amis, trouvant toujours des excuses pour éviter les dîners, les sorties, jusqu'à ce que, lassée, je cesse progressivement de les proposer. « Sophie » s'exclama-t-elle, surprise et ravie de mon appel. « Comment vas-tu ? J'ai vu sur Instagram que tu étais enceinte, mais... » « J'ai accouché » l'interrompis-je doucement. « Une petite fille. Elisa. »« Oh, félicitations. C'est merveilleux. Comment va Philippe ? Il doit être aux anges. » Je respirai profondément. « Philippe et moi, c'est compliqué. En fait, je t'appelle pour te demander si... » Les mots se coincèrent dans ma gorge. « Et Sophie ? Que se passe-t-il ? Tu vas bien ? » Sa voix inquiète me donna le courage de continuer. « J'ai besoin d'un endroit où aller. Avec Elisa. Juste pour quelques semaines, le temps de me retourner. » Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. « Bien sûr, » dit-elle finalement, sans poser de questions, sans juger. « L'appartement est petit, mais j'ai un canapé-lit dans le salon. Et je peux t'aider avec le bébé. » Des larmes de gratitude me montèrent aux yeux. « Merci, Céline. Je t'expliquerai tout quand on se verra. Prends ton temps, ma belle. Je suis là. » Le troisième appel fut le plus difficile. La banque. Philippe et moi avions un compte joint, mais j'avais aussi gardé un petit compte personnel, sur lequel je versais une partie de mon salaire de professeur de français langue étrangère à l'Alliance française de Lyon. C'était peu, surtout maintenant que j'étais en congé maternité, mais c'était à moi. Le conseiller bancaire fut compréhensif, m'expliquant les démarches pour sécuriser mon compte, changer les codes d'accès, mettre en place des alertes en cas de tentative d'accès non autorisée. De petits gestes qui symbolisaient une grande rupture, la fin de la fusion financière qui avait accompagné notre fusion conjugale. Le 4e jour, nous quittâmes l'hôpital. Philippe ne s'était pas montré, n'avait pas rappelé. Son seul signe de vie fut un message laconique: « Suis chez Marc jusqu'à nouvel ordre. Passerai chercher affaire WE prochain. Laisse clé chez concierge. » Céline nous attendait à la sortie de l'hôpital, son vieux Renault Kangoo garé en double fil. Quand elle me vit avec Elisa dans les bras, son visage s'illumina. « Mon Dieu, elle est magnifique !» s'exclama-t-elle, s'approchant pour mieux voir ma fille. « On dirait un petit ange. » Je souris, fatiguée mais heureuse. « Merci d'être venue nous chercher. Et ne dis pas de bêtises. C'est à ça que servent les amis. » Elle prit mon sac, m'aida à installer Elisa dans le siège auto qu'elle avait emprunté à sa sœur, et nous partîmes vers Villeurbanne. Son appartement était petit mais chaleureux, décoré avec goût et personnalité, des affiches de films d'auteurs, des étagères croulant sous les livres, des plantes vertes dans chaque recoin. Le canapé-lit était déjà préparé avec des draps frais, et un petit berceau d'appoint avait été installé à côté. J'ai demandé à ma sœur de me prêter quelques affaires de bébé, expliqua Céline, déposant mon sac près du canapé. Et des bodys, des pyjamas, quelques linges. Ça devrait dépanner en attendant que tu récupères les affaires d'Elisa. Je la serrai dans mes bras, émue par tant de gentillesse. Je ne sais pas comment te remercier. Elle me rendit mon étreinte. Tu me remercieras en me racontant tout. Mais d'abord, repose-toi. Je vais préparer le dîner. Cette première soirée chez Céline fut étrange et réconfortante à la fois. Nous dînâmes simplement une quiche Lorraine maison et une salade, puis, installée dans le salon, Elisa endormie dans son berceau improvisé, je lui racontai tout.
L'accouchement, la cruauté de Philippe, la révélation de Mathilde, la confrontation, ma décision de partir. Céline m'écouta sans m'interrompre, ses yeux exprimant tour à tour la surprise, l'indignation, la compassion. Quand j'eus terminé, elle secoua la tête. Je savais que Philippe était un connard, mais là, il dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Je souris faiblement. Tu ne l'as jamais aimé, n'est-ce pas? Je t'aime toi, Sophie. Et je voulais que tu sois heureuse. S'il t'avait rendue heureuse, j'aurais fait des efforts. Mais... Elle hésita. Mais quoi? Mais il t'a toujours diminué. Subtilement, progressivement. J'ai vu la femme forte et indépendante que tu étais devenir de plus en plus effacée, de plus en plus soucieuse de lui plaire, de ne pas le contrarier. Elle prit ma main. Je suis désolée de ne pas avoir été plus présente. J'aurais dû insister davantage. Je secouai la tête. Tu n'aurais rien pu faire. Je n'étais pas prête à voir la vérité. Il a fallu, tout ça, dis-je en désignant Elisa du menton, pour que j'ouvre enfin les yeux. Dans les semaines qui suivirent, une routine s'établit. Céline partait travailler tôt le matin, elle était professeure d'histoire-géographie dans un collège de Villeurbanne et rentrait en début d'après-midi. Je m'occupais d'Elisa, apprenais à décoder ses pleurs, ses sourires, ses moments d'éveil. Nous faisions de courtes promenades dans le quartier, savourant le soleil de juin qui réchauffait nos visages. Le plus difficile fut de retourner à l'appartement que je partageais avec Philippe, dans le 6e arrondissement. J'y allais un mardi matin, sachant qu'il serait au travail. L'appartement semblait étrangement familier et étranger à la fois. Je récupérais mes vêtements, quelques livres, des souvenirs de ma grand-mère, les affaires que j'avais préparées pour Elisa. Je laissai ma clé sur la table de la cuisine, avec une note sobre, je passerai prendre le reste plus tard. En sortant, je croisai Madame Leclerc, notre concierge. Son visage s'éclaira en voyant Elisa. « Oh, quel joli bébé! Félicitations, Madame Durand. » Je la remerciai, mal à l'aise. Elle dut sentir mon trouble car son expression devint plus sérieuse. « Vous savez, dit-elle en baissant la voix, les murs sont fins dans cet immeuble. J'ai entendu des choses, pas très agréables, ces derniers temps. » Elle me tapota le bras. « Vous faites ce qu'il faut. Pour vous et pour la petite. » Ces paroles me touchèrent plus que je ne l'aurais cru possible. Cette validation d'une personne extérieure, cette confirmation que je n'étais pas folle, que la situation était réellement toxique, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Chaque jour, je tenais Elisa contre ma poitrine et lui murmurais des histoires sur sa grand-mère Élisabeth. Je lui parlais de force, d'amour et de sacrifice. Je lui promettais qu'elle ne grandirait jamais en pensant que sa voix n'avait pas d'importance. Que son nom, son identité lui appartenait à elle seule, à porter avec fierté. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée. C'était mieux. Je n'avais pas seulement donné naissance à une enfant, j'avais donné naissance à une nouvelle version de moi-même. Plus forte. Plus sage. Sans peur. Elisa m'avait sauvée, et en retour, je la protégerais avec tout ce que j'avais. Et cela, plus que tout, c'est ce que signifie être mère. Un matin de juillet, alors qu'Elisa venait d'avoir un mois, je reçus un appel de Maître Bertrand. Philippe avait finalement réagi à la demande de divorce. Il ne s'y opposait pas, mais exigeait un test de paternité officiel. C'est son droit, m'expliqua mon avocate. Et d'un point de vue stratégique, il vaut mieux y consentir maintenant. Si le test confirme qu'il n'est pas le père biologique, cela pourrait simplifier certains aspects du divorce. J'acceptai. Une semaine plus tard, le test confirma ce que nous savions déjà, Philippe n'était pas le père biologique d'Elisa. Sa réaction fut rapide et froide, il renonçait à tous ses droits parentaux, n'exigeait aucun droit de visite, et proposait une pension alimentaire minimale en échange d'un divorce rapide et discret. Maître Bertrand me conseilla d'accepter. « Vous pourriez probablement obtenir plus en termes financiers, dit-elle, mais à quel prix émotionnel ? Parfois, la liberté vaut plus que l'argent. » Elle avait raison. Je signai les papiers. En moins de 6 mois, j'étais légalement divorcée, seule gardienne légale d'Elisa, libre de reconstruire ma vie comme je l'entendais.
Céline m'aida à trouver un petit appartement à Villeurbanne, près d'un parc où je pouvais promener Elisa. Je repris mon travail à l'Alliance française, à temps partiel d'abord, emmenant ma fille avec moi certains jours, la confiant à une assistante maternelle d'autres jours. La vie n'était pas facile. L'argent était serré, les nuits souvent courtes, les défis nombreux. Mais chaque matin, quand je voyais le sourire d'Elisa, ses yeux curieux découvrant le monde, je savais que j'avais fait le bon choix. Un soir d'automne, alors qu'Elisa s'était endormie paisiblement dans son berceau, je m'assis près de la fenêtre de notre nouvel appartement. Les feuilles des platanes dansaient dans le vent, leur couleur dorée captant les derniers rayons du soleil. Lyon s'étendait devant moi, belle et intemporelle. Je pensais à ma grand-mère. À sa force tranquille face à l'adversité. À sa capacité à transformer le chagrin en amour, la perte en opportunité. Je pensais à la femme que j'étais devenue, à la mère que je voulais être pour Elisa. Nous allons bien, grand-mère, murmurai-je vers le ciel. Nous sommes fortes. Nous sommes libres. Et pour la première fois depuis très longtemps, je sentis que c'était vrai.